et bienvenue. Je m'appelle Sophie Lemaître et avec le podcast Sophie au pays des possibles, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes aux parcours et horizons différents. Leur point commun ? Combattre la corruption et l'évasion fiscale pour un monde meilleur, plus juste et plus éthique. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de rêver d'un autre monde et parce qu'il est possible de changer les choses, rejoignez-moi au pays des possibles. Cette semaine est particulière. Du 15 au 21 mars 2025 se déroule la 3e édition du Podcaston. Pendant le Podcaston, plus de 1600 podcasteurs et podcasteuses de 47 pays, dont 650 podcasts francophones, se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif. Chaque podcast met en lumière une association. C'est donc plus de 1600 associations qui sont placées sous le feu des projecteurs. L'objectif du Podcaston est de sensibiliser le public, de promouvoir l'engagement associatif et de collecter des fonds pour les associations. Pour cet épisode spécial, je vous propose de découvrir le travail essentiel de l'Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse, OFALP. Défendre et protéger la liberté de la presse, le droit à l'information et le droit d'être informé est crucial. Découvrez pourquoi avec Olivier Scalia de l'OFALP. Bonne écoute! Bonjour Olivier Scalia, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste, cofondateur et un des coprésidents de l'OFALP, l'Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse, la première organisation en France de ce type. Comment est né l'OFALP ? L'OFALP s'est constitué en association type loi 1901 sur le modèle d'une gouvernance collégiale. Elle est pilotée par 5 coprésidents, 3 journalistes, 2 citoyens, 3 femmes et 2 hommes. Bon, nous sommes élus pour 2 ans et par un conseil d'administration qui compte aujourd'hui une vingtaine de personnes. L'association revendique à ce jour, puisque l'OFALP est née il y a un peu plus d'un an, 1 an et 3 mois, entre 110 et 120 adhérents. L'Observatoire est né effectivement en novembre 2023 à l'initiative, on va dire, d'une trentaine de personnes. Un travail qui s'est cristallisé autour de 15 personnes dans le cadre d'une assemblée fondatrice à Paris. Un travail collectif a été conduit pendant, je dirais, 8-10 mois, rassemblant des journalistes issus de tous les horizons géographiques et professionnels, mais aussi des citoyens qui sont intéressés par la question. Nous avons travaillé régulièrement et obstinément à la construction de cet outil qui nous permet de rationaliser l'appréhension des atteintes à la liberté de la presse en France. Alors effectivement, cet outil n'existait pas. L'impulsion a été lancée au lendemain des assises du journalisme dont l'édition 2023 s'est tenue à Tours par 2 de celles qui sont aujourd'hui vice-présidentes. Le travail a continué à avancer. Le chantier pour la construction d'un observatoire régional des atteintes à la liberté de la presse avait déjà été ouvert il y a quelques années par un groupe de journalistes extrêmement mobilisés en Bretagne. Il y avait une initiative qui était partie de ce côté-là, autour des difficultés que rencontrait une journaliste d'investigation qui s'appelle Inès Leroux, dont on reparlera sans doute au cours de cet entretien. Voilà, grosso modo, la genèse de l'OFALP. Je termine en vous disant que, car c'est fondamental dans la façon dont il a été pensé, cette association, cet observatoire des atteintes à la liberté de la presse est constitué en 3 collèges d'adhérents. Un collège rassemblant des journalistes, un collège rassemblant des citoyens et un collège rassemblant des personnes morales, des associations, des syndicats, des associations de défense des libertés publiques, par exemple. Vous avez dit l'OFALP est né après les États généraux de la presse, mais est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur, une situation particulière ? Vous avez commencé à nous parler des journalistes qui sont mobilisés, surtout en Bretagne. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'OFALP naisse ? Y a-t-il eu un événement en particulier ? Alors, des événements en particulier, j'ai envie de dire oui et non. C'est une question un peu délicate dans le sens où le groupe de travail qui s'est constitué autour de cette problématique de la défense, de la liberté de la presse, rassemble des gens qui constatent chacun à leur niveau, dans leur profession respective, des difficultés de plus en plus grandes ou en tous les cas des difficultés à exercer cette liberté de la presse et ce métier de journaliste dans des conditions, on va dire, normales. La difficulté, et c'est tout l'objet de l'OFALP, c'est la nécessité de s'occuper de défendre la liberté de la presse est apparue de façon diffuse à différents étages et dans différents secteurs d'activité, mais avec une impression, avec un sentiment. Et lorsque nous avons engagé les discussions dans ce collectif de travail, on s'est dit que la meilleure façon d'avancer sur cette question, sur cette problématique, ça serait de sortir du sentiment de l'impression et donc d'engager une démarche rationnelle, cartésienne, hein, comme on enseigne depuis des années, c'est-à-dire de compter, de classer, de classifier, d'évaluer.
Et c'est à partir de cette démarche-là que on s'est dit qu'on pourrait, sur une base objectivée, travailler et plaider pour faire que la situation évolue. Voilà dans les grandes lignes le principe. Vous venez de le dire, vous êtes en train de documenter ces atteintes. On a quand même quelques chiffres puisque le Media Freedom Rapid Response a publié au mois de février les atteintes qu'il y a à travers l'Europe. Et pour 2024, la France était classée troisième pays où l'on retrouvait le plus d'atteintes contre la presse. Qu'est-ce qui explique ces atteintes? À quel moment, déjà, est-ce qu'il y en a eu un de moment, mais à quel moment y a-t-il eu un glissement vers une restriction de la liberté de la presse en France? Je vais vous décevoir, mais au niveau de l'OFALP, on n'est pas encore tout à fait là. On a effectivement l'intuition et un faisceau convergent d'éléments qui nous montrent que cette atteinte à la liberté de la presse, elle existe. C'est pas seulement une vue de l'esprit. On est en train de la documenter. Le travail sur lequel on est engagé, c'est un travail de recensement, d'évaluation, de qualification et de classement. Ce travail, il est en cours. On n'est pas en mesure, là, au 17 ou 18 février, de vous donner des chiffres précis et la classification dans laquelle on est, puisque cela fera l'objet d'un rapport dont la publication est prévue plus probablement au début du second semestre 2025. Bon, l'objectivation de la situation, elle est en cours. On a l'intuition et le sentiment que, mais nous devons absolument rationaliser et la solidité de l'OFALP et de son propos et des actions qui seront engagées derrière repose fondamentalement là-dessus, sur cette capacité que nous aurons à objectiver la situation. Néanmoins, par rapport à ce que vous dites, on a le sentiment quand même depuis plusieurs années qu'effectivement, les atteintes à la liberté de la presse se multiplient. Pourquoi? Eh bien, on voit des problématiques ressurgir de façon récurrente et des sujets qui naissent à partir de différents interlocuteurs. On pourrait imaginer que les sources, par exemple les sources institutionnelles, ne sont pas concernées par ces atteintes à la liberté de la presse. Or, à travers ce qui nous revient, on s'aperçoit que, par exemple, dans certains cas, des services de l'État peuvent être intéressés par ce que nous considérons, nous, aujourd'hui, sans encore l'avoir parfaitement identifié, comme des atteintes à la liberté de la presse. Alors, j'ai une lecture, moi, personnellement, qui n'est pas celle de l'OFALP, qui ne constitue pas la doctrine de l'OFALP, mais en tant que journaliste, j'ai pu observer, par exemple, un changement d'attitude au moment où il a été question, où une doctrine est venue des États-Unis, qui était portée par la logique d'un continuum de sécurité. Après les attentats aux États-Unis, les attentats du 11 septembre, vous voyez, ça remonte à assez loin, je ne suis pas un spécialiste, mais cette logique d'un continuum de sécurité, d'une sécurité omniprésente et quasiment omnipotente, a fait son chemin. La conséquence qui a été pour moi la plus perceptible, la plus palpable, c'est celle, par exemple, portée depuis longtemps par les gouvernements, puisque cette question a débouché sur des débats à l'Assemblée nationale, qui est la question de l'atteinte aux sources, par exemple, qui est un pilier, une clé de voûte de l'exercice journalistique. Et c'est bien parce que c'est une clé de voûte que cette question de la protection des sources des journalistes est aujourd'hui mise à mal, est attaquée, continue d'être attaquée. Bon, premier exemple. Deuxième exemple, sous un gouvernement précédent, vous vous souvenez sans doute qu'il a été un moment question d'interdire, de légiférer pour empêcher les journalistes de photographier des forces de l'ordre en action, ce qui constitue une atteinte presque par définition à un fonctionnement démocratique. Donc vous voyez, ce qui nous surprend ou ce qui attire notre attention, c'est que les tentatives, ou en tous les cas telles que nous les définissons, les tentatives d'atteinte à la liberté de la presse, ne sont pas seulement issues de sources, on va dire, de tiers issus du monde économique, issus du monde politique, mais aussi de sources institutionnelles, d'interlocuteurs institutionnels. Ce qui veut bien dire qu'il y a un enjeu fondamental sur lequel il faut travailler. Et j'entends que là, à ce stade, vous êtes en train de faire ce travail-là et que il est encore trop tôt pour, nous donner, des chiffres, mais peut-être pourriez-vous nous donner des exemples de ces atteintes et notamment nous dire s'il y a, des atteintes que vous avez pu constater, en fait, qui vous ont particulièrement marqué ou, choqué? Oui, je peux vous donner quelques exemples. Juste avant, je voudrais apporter une précision sur le travail de l'OFALP et la façon dont on considère le métier de journaliste. Le métier de journaliste, ça n'est pas parce qu'on travaille avec une carte de presse ou sans d'ailleurs, mais en tous les cas, à l'information du citoyen, qu'on est autorisé à faire n'importe quoi. J'enfonce une porte ouverte, mais je rappelle quand même que les journalistes exercent dans un cadre juridique qu'il est important de connaître, de comprendre, de respecter, évidemment de défendre. Bon, la loi de 1880, qui fait aussi l'objet d'attaques régulières,
Le cadre déontologique, qu'à mon avis, il n'est pas inutile non plus de connaître et de comprendre, même si respecter ce cadre déontologique, là, on est dans l'exercice individuel de chacun. Je pense que l'OFALP s'inscrit aussi dans une introspection de ce qu'est l'exercice du métier de journaliste. Bon, ensuite, le deuxième axe de réflexion avant d'entrer dans le chantier qui est le nôtre, c'est de bien comprendre ce qu'est la liberté de la presse, qui n'est, à mon avis, à ne pas confondre, par exemple, avec la liberté d'expression. On est dans le même registre, mais ce sont deux choses différentes. Je crois qu'il faut être attentif aux mots et aux définitions. La liberté de la presse, elle peut aussi être empêchée par des conditions économiques dans lesquelles, aujourd'hui, les journalistes, par exemple des mass médias, sont amenés à travailler. Voilà. Une fois qu'on a défini un peu ce cadre et qu'on est en capacité, de regarder et de définir l'objet sur lequel on travaille, eh bien, on peut avancer, j'allais dire, avec une certaine lucidité, avec une certaine détermination et parler de choses sur lesquelles tout le monde est à peu près d'accord ou en tous les cas qui cadrent avec cette définition d'atteinte à la liberté de la presse. Vous me demandiez quelques exemples, j'en ai 3 en tête. Un exemple qui a suscité, l'émergence d'une réflexion et de groupes de travail en Bretagne il y a plusieurs années déjà, autour du travail d'investigation d'Inès Léraud sur la question des algues vertes. Ce groupe de journalistes s'est penché et a accompagné Inès Léraud, qui a fait l'objet, dans un autre dossier, d'un procès bâillon. Ça, c'est une méthode assez classique. L'industriel sur lequel elle enquêtait a intenté une procédure en justice au titre, alors je ne me souviens plus exactement, mais je pense de l'allégation ou de la diffamation. De toute façon, les possibilités dans le droit français sont relativement restreintes, mais précises. Et Inès Léraud a été bien entravée, hein, finalement, dans son travail de journaliste, parce que obligée de se focaliser sur la préparation de ce procès, avec un enjeu fort, évidemment, en termes de moyens et puis en termes de surgissement de la vérité. Et puis, bah, finalement, ce procès, à la dernière minute, le plaignant s'est retiré. Ce qui veut dire que pendant plusieurs mois, le travail d'investigation d'Inès Léraud a été neutralisé. C'est une technique assez classique, d'ailleurs, sur lequel des organisations européennes se sont penchées et réfléchissent à la possibilité de trouver une parade. Voilà, ça c'est un exemple assez proche et assez simple à comprendre. Un deuxième exemple, un peu plus proche du terrain, un peu plus matériel, c'est le travail de Simon Fonvielle, qui, dans le sud de la France, a été confronté à un élu dans la ville de Toulon, qui n'était autre que le maire, monsieur Falco. Et Simon Fonvieille, journaliste, dans un premier temps pour des quotidiens régionaux du secteur, a été confronté à des menaces, d'abord verbales, des insultes publiques, empêché, dans son travail quotidien de journaliste localier, d'avancer, confronté à un certain nombre d'obstacles, y compris dans l'exercice de sa profession et dans son rapport avec ses employeurs, sans qu'il ne puisse être entendu dans la qualité et la légitimité de son travail. Évidemment, tout cela a donné matière à des procès. Nous sommes en train de travailler à l'OFALP sur l'histoire de Simon Fonvieille dans ce rapport avec un élu, un baron politique du sud de la France, et de mettre à plat les difficultés et les faits auxquels il a été confronté. Voilà, ça c'est un exemple assez fort. Et puis bien, l'autre exemple, c'est celui, d'Ariane Lavrieux dont vous avez évidemment, entendu parler, qui, pour une enquête, sur des ventes d'armes à l'Égypte par l'État français, a été, on peut le dire, traitée, comme quasiment une délinquante, c'est-à-dire a fait l'objet d'une action de la DGSI et de conditions de garde à vue et d'interrogatoires qui sont pour le moins étonnantes et qui ne nous paraissent pas acceptables dans un État où la démocratie a encore cours. Bon, voilà 3 exemples, j'entre pas dans les détails parce que d'abord, je n'ai pas les dossiers devant les yeux, je n'en connais pas les fins recoins, mais voilà un certain nombre de signaux très forts qui nous montrent, bien la nécessité, d'ouvrir un sujet et d'être particulièrement attentif à ce qui se joue là sur des actions et des comportements dans le cadre de l'exercice quotidien de l'investigation ou du journalisme, mais aussi sur des mouvements de fond qui amènent des débats et des discussions jusque sur les bancs de l'Assemblée nationale avec des volontés de légiférer dans un objectif qui ressemble à une restriction de la liberté de la presse. Cette question de la liberté de la presse, de la transparence de l'information, du partage de l'information avec l'intégralité des citoyens, et de la qualité de l'information, j'y insiste, bah, tout ça porte un enjeu fondamental pour le fonctionnement démocratique. Donc, le sujet n'est pas tout à fait anodin, n'est pas une coquetterie d'une corporation fonctionnant dans la société.
Et justement, en France et dans d'autres pays, européens ou dans les démocraties, pour nous, la liberté de la presse est acquise, la liberté d'informer est acquise. Je pense que c'est important de rappeler pourquoi défendre la liberté d'informer, la liberté de la presse est essentielle. Pourriez-vous nous dire pourquoi c'est important? Pourquoi, on doit se préoccuper de cas comme vous les avez décrits, qui sont arrivés à ces 3 journalistes? Notamment parce qu'il y en a d'autres bien sûr, mais dans ces 3 exemples. Ça m'est difficile d'aller plus loin que ce que je vous ai dit un peu précédemment. Pour nous, à l'OFALP, et puis je pense pour l'intégralité des journalistes qui s'interrogent un peu sur le sens de ce qu'ils pratiquent, la question de l'information, de la qualité de l'information, elle est fondamentale pour le fonctionnement démocratique dans le sens où une bonne information permet de bâtir un libre arbitre et d'établir un sens critique. Comment prendre une décision et agir pour le fonctionnement démocratique, c'est-à-dire voter, par exemple, faire des choix en tant que citoyen, sans être parfaitement informé, j'ai envie de dire éclairé, sur un sujet. D'ailleurs, la question de la liberté de l'information, je pense qu'elle est rattrapée aussi par la problématique de la qualité de l'information. Et un autre sujet qui rejoint cette problématique-là, qui est celui des fake news, des fausses informations, en tous les cas de la qualité de l'information. Dans le déferlement d'informations auxquelles nous sommes tous confrontés, il est de plus en plus fondamental. L'enjeu est de plus en plus fort pour, un, obtenir cette information, deux, obtenir une information de qualité. Les gens qui, dans notre société, sont chargés de la qualité de l'information, le métier qui correspond à ça, c'est journaliste. Donc il nous paraît, nous, évident à l'OFALP que la fonction de journaliste est fondamentale dans un fonctionnement démocratique. Et la fonction de journaliste, elle doit pouvoir continuer à s'exercer avec une certaine liberté, et avec une liberté certaine, en tous les cas, pour que l'édifice démocratique puisse continuer à fonctionner. Voilà. Alors, on voit bien, dans le même temps, que l'enjeu est là. Pourquoi? Parce que vous voyez bien qu'il y a des forces de pouvoir partout dans le monde qui ont repéré cet endroit, cet enjeu, là où ça se joue, et qui essayent de mettre la main sur ce nœud décisionnel que constituent les médias. C'est pas nouveau, on a connu d'autres vagues dans d'autres pays, de Rupert Murdoch jusqu'à Berlusconi, en passant par aujourd'hui l'Empire Bolloré. On voit bien l'intérêt que portent les puissances d'argent avec des projets politiques derrière à maîtriser les médias. Ce qui dit très clairement l'enjeu et la nécessité de comprendre ce qui se joue là. Vous voyez? Par conséquent, je pense qu'il appartient aux acteurs de ces milieux, les journalistes, mais aussi, j'ai envie de dire, les citoyens, d'être extrêmement vigilants à ce que cette liberté d'informer puisse s'exercer dans de bonnes conditions. Vous mentionnez, le rôle, des citoyens, mais comment concrètement peut-on, agir? Comment est-ce qu'on peut aider à défendre la liberté de la presse et avoir une information de qualité? C'est difficile, j'ai pas de recette rationnelle. Je crois qu'il faut, bon, d'un point de vue méthodologique et en tous les cas, ce que je dis aux étudiants ou aux élèves de lycée, de collège avec lesquels j'échange sur ces sujets, c'est qu'il est toujours nécessaire d'exercer un sens critique. Alors, un sens critique qui soit rationnel, c'est-à-dire la limite pour moi, c'est un excès d'exercice du sens critique, ça pourrait générer un schéma complotiste. Donc, il faut être un petit peu dans une réflexion médiane. Néanmoins, l'exercice du sens critique, c'est quand je reçois une information, qui me parle, qui est la source. Se poser ces questions fondamentales que nous nous posons en tant que journalistes, hein, c'est la base, vraiment le b.a.-ba du métier, qui nous parle et pour quelle raison? Pour quelle raison ce message surgit à ce moment-là? Alors ensuite, se poser les questions, ça ne veut pas dire formuler des réponses ou fantasmer des réponses. Ça veut dire être en capacité d'instruire les réponses et de remettre en perspective ces interrogations-là, ce qui amène à construire un sens critique, ce qui amène à, j'allais dire, malaxer l'information qui nous est délivrée là avant de l'avaler tout rond et de s'en satisfaire. Alors, il y a des phénomènes neurologiques, il y a des phénomènes sociologiques, il y a des phénomènes psychologiques à l'œuvre. Je serais bien en difficulté de tout démonter ici. Je pense néanmoins de façon un peu générale et globale que l'exercice de ce sens critique, il est fondamental et je pense que c'est un des rôles dans lesquels doivent ou peuvent se glisser les citoyens. C'est-à-dire s'interroger, poser la question, croiser les informations, mais dans une démarche proactive. C'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement de dire ah ouais, mais les journalistes racontent tous des carambistouilles, ce qui est dit là est faux, etc., et de s'en tenir là. Là, on est en train de générer une réponse toute faite qui a à peu près la même valeur qu'une information qui n'en serait pas une. Par conséquent, oui, absorber de l'information nécessite un exercice intellectuel auquel il faut se confronter. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, il faut faire une thèse ou une enquête archéologique, mais ça veut dire qu'il nous appartient à chacun
de juger, d'évaluer, de critiquer, de mettre en perspective ce qui nous est dit là. On n'est pas du tout dans ce temps-là. Vous voyez bien que on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Les réseaux sociaux, par leur format, leur vitesse d'exécution, leur amplitude, l'ampleur de l'impact, génèrent une autre façon de considérer l'information, de digérer l'information et de se servir de l'information. Je pense que pour notre fonctionnement collectif et dans un projet de société, il est fondamental de se reposer la question de quelle information je décide d'écouter et comment je décide de la traiter, moi, en tant que simple citoyen. Qui me parle? Pour quelles raisons? Comment puis-je me documenter? Comment puis-je croiser 2 analyses, ou 3 analyses différentes sur un même sujet? Comment est-ce que je peux recontextualiser ça? Et c'est en réalité le travail auquel les journalistes, sont contraints, c'est leur mission, en théorie, pour faciliter ou pour aider à la compréhension ou en tous les cas, ouvrir des voies de compréhension pour les citoyens. Je pense que l'exigence des citoyens doit se situer non plus tant sur la taille de l'écran de la télévision qu'on va installer à la maison que sur la qualité de l'information qui circule à l'intérieur de cet écran. Donc par exemple, ça pourrait être, sur un sujet parce que je me dis, voilà, au quotidien, comme vous le dites, on est submergé, par des nouvelles, par de l'information. Ça peut être compliqué, en fait, de creuser sur tous les thèmes. Donc si j'entends bien, vous diriez se concentrer peut-être sur un sujet et puis aller, lire sur ce sujet ce que dit, tel autre média pour se former une opinion. Concrètement, c'est ça que vous conseilleriez aux citoyens de faire par rapport à toute l'ampleur d'informations? C'est pas possible de tout recroiser et de se faire une opinion critique sur toute l'information qu'on reçoit, tous les jours. Je suis bien en peine pour donner des conseils aux citoyens. Vous doutez bien que de toute façon, ça n'est pas mon propos. Néanmoins, on voit bien que à la fois à travers l'exercice de l'OFALP, c'est-à-dire, de veiller aux atteintes à la liberté de la presse et du mouvement tectonique, qui est en marche, et dont les répliques, se font sentir. On voit bien qu'il y a une urgence. On voit bien comment des informations qu'on appelle fake news, de fausses informations ou des informations délivrées à certains moments peuvent bousculer le fonctionnement. Alors, ce que moi j'essaye de mettre en œuvre à titre personnel, c'est effectivement, je partage le constat selon lequel il est impossible d'être en veille sur tout et de tout comprendre dans le détail, à l'échelle de la planète et cetera. Bon, ce que j'essaye de faire, ce en quoi je crois et ce en quoi je pense l'OFAL peut croire, en défendant la liberté de l'information et la qualité de cette information et le droit d'être informé des citoyens, parce que c'est le triptyque un petit peu de l'OFALP, beh, je pense que l'exercice consiste à identifier ou à bâtir un réseau de relais d'information quand on est citoyen et d'établir, je dirais, des relations de confiance avec tel média. On sait que sur tel sujet, tel média ou tel relais d'information est plutôt fiable. Et d'essayer d'établir une cartographie qui est extrêmement mouvante, qui peut être un jour avoir telle forme et puis 6 mois plus tard avoir telle autre forme parce que, eh bien, bon, là je descends assez loin, les médias sont des entreprises de presse. Et dans entreprise de presse, il y a entreprise. Ce qui veut dire que dans un système où l'information continue d'être considérée comme une marchandise pas très différente d'une boîte de haricots verts et que cette marchandise s'inscrit dans un modèle économique qui est celui d'une entreprise classique, il y a un certain nombre de risques qui surgissent. Dans le fonctionnement des médias, dans les enjeux auxquels sont soumis les médias, il nous appartient à nous citoyens d'essayer d'identifier pour quelles raisons ce média livre une bonne information, comment fonctionne-t-il, quel est son modèle économique et d'établir la liberté de chacun, une relation de confiance, en tous les cas, une capacité à accepter l'information qui est délivrée là comme étant une information fiable ou en tous les cas solide. Ça, c'est effectivement de moins en moins facile, encore une fois parce que, eh bien, l'information est dans ce schéma économique global et puis parce que de l'autre côté, le flux d'informations et la consommation, les usages de l'information ont extrêmement évolué. C'est-à-dire que moi, je suis toujours surpris de comment vous voulez faire comprendre un problème ou nourrir une réflexion sur un problème avec 2 ou 3 articles, qu'on appelle posts, qu'on appelle tweets, qu'on appelle ce qu'on veut, de, je sais plus, quelques centaines de signes. Bon, on est dans 2 attentes contradictoires et c'est ça, à mon avis, c'est le défi que le citoyen doit relever. C'est comprendre un sujet, instruire un sujet, et ben ça nécessite des efforts. Et là où je pense que cette démarche est essentielle, c'est que la question de l'effort et la question de comment j'appréhende un sujet ou comment je suis en capacité d'appréhender un sujet, elle vaut pour tous les sujets. Qu'on parle du conflit israélo-palestinien ou qu'on parle de pourquoi dans ma commune, l'élu fait le choix
de construire un mur en pierre de taille pour le cimetière plutôt qu'une crèche accueillant les jeunes enfants. Vous voyez, on a des réponses immédiates qui viennent, qui surgissent. La réalité est sans doute un peu plus complexe, évidemment pour le conflit israélo-palestinien, mais on peut se satisfaire de réponses très rapides. En réalité, les situations sont souvent un peu plus complexes et nécessitent une démarche de compréhension, une volonté de comprendre, une volonté qui s'inscrit aussi dans une forme d'effort, qui n'est pas forcément facilitée par l'usage et la mécanique des médias aujourd'hui. Merci beaucoup. L'épisode touche à sa fin. Est-ce qu'il y aurait un sujet qu'on n'aurait pas abordé et que vous aimeriez qu'on discute, un dernier mot pour la fin? Oui, ce qu'on peut rappeler peut-être, j'ai envie de dire l'OFAL, c'est une des pièces du puzzle qui fait que, très modestement, on imagine contribuer au fonctionnement démocratique. Un fonctionnement démocratique qui est mis à mal, on a quand même tous ce sentiment de volonté de restriction des libertés publiques et qui passe aussi par une maîtrise de l'information. Alors, je ne vais pas refaire la discussion, mais à l'OFALP, on a le sentiment de participer à cet exercice-là. On le fait, alors je le rappelle, je le redis, l'OFALP est une association. Pour le moment, elle fonctionne sur fonds propres, enfin pour le moment et jusqu'à, je pense, dans les années qui viennent, puisque la question fondamentale, c'est celle de l'indépendance de l'Observatoire, évidemment. L'Observatoire fonctionne sur fonds propres, beaucoup sur du bénévolat pour le moment, avec l'implication forte d'une quinzaine de personnes, autour d'un noyau dur de 5-6 personnes, une petite dizaine de personnes. Évidemment, les citoyens peuvent aussi contribuer à cet exercice de défense de la liberté de la presse en soutenant l'OFAP, en relayant nos informations, mais aussi en versant un don qui servira pour le moment, qui est plutôt fléché pour la fabrication, la construction et la diffusion du rapport, du premier rapport auquel nous sommes en train de travailler et dont la publication devrait être rendue publique au début du deuxième semestre 2025. Alors nous avons l'intention avec ce rapport, une fois qu'il sera bâti, qui ne sera pas seulement constitué d'une suite statistique des atteintes que nous avons relevées, mais nous avons l'intention de l'enrichir d'analyses, d'éléments qui remettent un peu en perspective ce sur quoi nous avons travaillé, d'exemples très concrets auxquels nous avons été confrontés. Et ce rapport, nous avons l'intention de le diffuser très probablement vers les parlementaires français, mais aussi vers un dispositif européen auprès duquel nous travaillons, pour que ce rapport puisse servir de base à un plaidoyer, en tous les cas qu'il établisse un constat qui constituera en quelque sorte une étape vers une démarche de défense encore plus forte de cette liberté de la presse. Super, bah, écoutez, merci encore Olivier d'être, venu, nous présenter, l'OFALP. C'était très intéressant. On a hâte que le rapport sorte et de le lire et de mieux comprendre du coup à quoi ressemblent ces atteintes à la liberté, de la presse et l'analyse aussi que vous faites avec les recommandations. Merci encore. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial Podcaston jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez apprécié. Des centaines d'autres associations sont mises en avant tout au long de la semaine. Je vous invite à visiter le site www.podcaston.org pour découvrir toutes ces belles causes. Et si vous en avez la possibilité, faites un don à l'OFALP via le site de l'OFALP ou Hello Asso. Continuez à faire connaître le podcast autour de vous en le partageant le plus possible et laissez-moi un avis sur Spotify ou Apple Podcasts pour que d'autres découvrent Sophie au pays des possibles. À très vite pour un nouvel épisode.